Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira comme toujours. Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait cette semaine, mon cher Kira. Bonjour Sid, cette semaine, alors déjà j'étais voir Ant-Man Quantumania, qui était franchement pas bien, hein, clairement. Appelons un chat un chat, je me suis un peu beaucoup fait chier devant ce film. J'ai fait un petit peu de Resident Evil 4 qui est sorti fin de semaine, donc ça m'a donné l'occasion de me plonger dans cet univers que j'affectionne tant. Horrifique. Exactement, horrifique. Il est d'ailleurs un peu plus horrifique que l'ancien, donc ça c'est déjà un bon point, mais je garde le reste pour mon futur test. Oh, le beau teasing. Voilà, tout à fait. Également, on a mis à jour nos avatars, en fait, grâce à un illustrateur, designer, maquettiste, Rémi Bostal, qui nous a fait un travail fantastique. Donc vous devriez le voir normalement en même temps que vous écoutez cette chronique, donc ça sera nos nouveaux avatars qui habilleront dorénavant la Taverne du Gamer. Bravo à lui, hein. Quel talent en une seule personne, c'est fou quand même. Grave. Je suis allé voir Creed 3. J'avais dit que j'avais regardé Creed 1 et 2 les semaines précédentes. Là, j'ai regardé Creed 3 qui était à mon goût un bon film. Donc j'attends que tu le regardes pour qu'on puisse en papoter. J'y vais demain. Et j'ai platiné Wolong, donc ce qui sera ma chronique de la semaine prochaine, le test de la semaine prochaine. Et j'ai attaqué le jeu Tchia. Tu sais, le jeu indépendant sur la Nouvelle-Calédonie qui est sorti. Oui, je vois tout à fait, ouais. Tout le monde le compare à Zelda. Oui, bon, faut se calmer. Hein. Mais j'en parlerai du coup un peu plus en détail la prochaine fois. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu le sommaire de notre podcast, s'il te plaît ? Alors oui, donc cette semaine, on va parler donc des news de la semaine. Forcément, on parlera un petit peu d'Atari, de l'IA dans le jeu vidéo, qui est un excellent sujet. On va parler de Final Fantasy, par exemple. Mon test de la semaine, donc ça sera la toute première Kojima de notre cher Hideo, qui est Metal Gear, sorti sur MSX en 87. Donc premier test rétro gaming, on va dire. Donc c'est vrai. On commence. Et toi, ça va être en sujet hors sujet le manga Adieu Eri. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, donc tu nous expliqueras. C'est une œuvre assez bouleversante. Donc il faudra rester jusqu'au bout. Vous allez voir, j'ai été vraiment très 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 surpris par ce manga qui est un one-shot. Tu as pleuré ? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, quand même pas. Mais c'était très bonne lecture. Et sinon, générique ? Générique. Commençons les news de cette semaine en parlant d'Atari. Est-ce que vraiment on doit représenter Atari ? Peut-être pour les plus jeunes gamers qui nous écoutent. Donc c'est un très gros constructeur de consoles, une entreprise française, créée en 1972, qui ont dans leur giron, dans leur haut fait, l'Atari 2600, donc ça rajeunit pas ceux en effet qui ont joué avec, mais qui, rappelons-le, Kira était et encore aujourd'hui une des consoles les plus vendues de tous les temps, qui est dans le top 20 des consoles les plus vendues de tous les temps, avec quasiment 30 millions de consoles vendues. Ils ont fait la Lynx aussi, avec un succès tout relatif, oui. Et l'Atari 7800. Et en jeu très connu, il y a Pong, Asteroid, Breakout. Tu sais, le jeu où il faut casser un mur, là, où tu as une petite barre en bas et la boule, elle monte, elle descend, il faut casser les petites briques qu'il y a au-dessus de l'écran. Ils ont une histoire assez folle, Atari, bourrée d'anecdotes avec des rachats, des rebondissements. Ils avaient des filiales aux États-Unis qu'ils ont fini par racheter. Il y a eu aussi toutes les histoires avec Infogrames, où il y a eu un rassemblement avec cette entreprise. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose une entreprise qui a une histoire très très riche. Ils ont stoppé les consoles depuis peu de temps, mais ils ont continué les productions de jeux, des jeux qui m'ont pas trop marquants. J'ai pas trouvé d'exemple incroyable à donner, donc s'il y en a, navré, mais je les ai pas vus. Et la news étant, j'ai rien non plus. Ils ont racheté un studio quand même qui a une réputation, qui est Night Dive Studio, qu'on connaît pour justement des remasters d'anciens jeux. Donc tout de suite, ça fait un petit peu écho, tu vois, avec leur histoire très riche, oui, tout à fait. Atari, avec des vieux jeux. Ce studio a fait des remasters de Quake, de Doom, de très bonne qualité d'ailleurs, ces remasters, Turok, System Shock, donc des vraiment grosses licences. Et en plus, stratégiquement, c'est intéressant parce que ce studio-là a un moteur graphique qu'ils ont eux-mêmes développé
et petit à petit avec le temps peaufiné, qui est le Kex Engine, basé sur le moteur de Doom 3D qu'ils ont fait évoluer avec le temps. Oui, avec le temps. Donc en faisant ce rachat, Atari, ils ont gagné des compétences, des licences, puisque Quake, Doom, enfin des titres qui sont réputés. Et ils l'ont racheté pour $10 millions. Donc 50% en cash, 50% en portefeuille d'actions. D'accord. Et si le studio arrive à bien performer, ils reverseront autant d'argent. Donc vraiment un deal qui, mine de rien, est intéressant pour l'histoire du jeu vidéo. Je pense qu'on reverra du coup de grosses licences d'Atari remasterisées et ça redonne un petit peu d'actualité autour de ce studio français qui est plus dans sa gloire, mais qui est quand même mythique dans l'histoire du jeu vidéo. Et puis ça fait vivre le patrimoine culturel du jeu vidéo du coup. Et voilà, moi j'aime bien le côté, tu vois, qu'ils aient racheté un moteur graphique et ils vont pouvoir se baser là-dessus. Et franchement, c'était une news que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, tout à fait. À voir ce que ça va donner sur le long terme. Concrètement, voilà, sur le long terme, au niveau des joueurs, quoi. Voir ce qu'on va nous offrir, parce que c'est vrai qu'Atari, c'est Atari, quoi. Un remaster de Pong, bon. Ouais, c'est vrai. T'auras la bille de couleur rouge. Ouais, c'est ça. La news suivante, donc, est un petit peu moins fun, je te l'avoue, parce que c'est un hommage, en fait. Alors, le monde du cinéma et du jeu vidéo sont en deuil, car depuis le 17 mars, l'acteur Lance Reddick est décédé à l'âge de 60 ans. Connu pour ses nombreux rôles à la télévision et ses doublages de premier plan dans le monde du jeu vidéo, la stupeur de la nouvelle a laissé place à de multiples témoignages et hommages pour l'homme qui était en pleine promotion de John Wick 4, le film qui sort en ce moment au cinéma, qui a l'air très bien, soit dit en passant. Moi, je l'ai découvert dans la série Oz, produite entre 97 et 2003, mais pour la majorité, c'est grâce à la série Fringe, alors qu'il incarnait le rôle de Philip Boyles, le directeur de la section. Très bonne série que je vous recommande d'ailleurs. L'une de ses dernières apparitions, toujours dans le domaine du jeu vidéo, remonte à sa participation dans l'horrible série Resident Evil, sous les traits d'Albert Wesker, qui était pour moi le seul point sauvable de la série, concrètement. Ami gamer, vous avez forcément entendu parler de lui, et surtout vous avez forcément entendu sa voix par le passé, de la saga Horizon avec le personnage de Silence, en passant par Payday 2 où il joue Charon, Destiny 1 et 2, le commandant Zavala, et bien sûr un autre jeu que j'affectionne, en partie grâce à son interprétation, Quantum Break, où il joue Martin Hatch, le bras droit de Paul Serling. Excellent jeu. Voilà, on en a déjà parlé, c'est un studio que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et donc comme il en faisait partie également, je voulais forcément lui rendre ce petit hommage. À côté de ça, les gamers lui ont rendu également hommage à leur niveau. Donc après un message de la part des équipes de Bungie sur Twitter, ce sont donc les gamers ils se sont tous rassemblés. Alors je connais pas trop Destiny, donc je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire. Tous les gardiens se sont rassemblés autour de Zavala à la tour en faisant donc différentes emotes. Comme se mettre à genoux par exemple pour faire honneur en mémoire de l'acteur, et ils ont fait des raids également en son honneur. Donc c'est vrai que je n'ai jamais joué à Destiny, donc a priori il y a des raids comme dans World of Warcraft, mais en tout cas voilà, c'est un beau geste de la part de la communauté de gamers qui est souvent décriée pour leur comportement plus ou moins toxique, mais aussi ils sont capables de faire de belles choses. Donc RIP et voilà. Non, c'est un bel hommage. Je l'avoue, quand on en a discuté, je connaissais peu cet acteur, mais ta chronique m'a donné l'occasion de découvrir un peu ce qu'il faisait. Moi, la seule fois où je l'ai vu, et bon, malheureusement pour lui, c'était dans Resident Evil. Mais à côté de ça, quand j'ai regardé qu'il a participé à Horizon, à Destiny, à Quantum Break, comme tu disais, qui est un excellent jeu, voilà, l'hommage que tu as mis en place, ça m'a permis en tout cas de découvrir, tu vois, son investissement dans le monde du jeu vidéo. Ça m'a surpris et au contraire, je trouvais que c'était franchement bien. C'est un acteur qui a l'air d'avoir beaucoup de cordes à son arc. Enfin, qui avait l'air du coup, et ça me donne envie en tout cas de m'intéresser davantage à sa filmographie. Surtout que c'est un acteur en fait, comme j'aime à dire, un acteur de gueule en fait. C'est un acteur qui a un physique atypique en fait, donc bourré de talent forcément, mais qui a aussi un physique qui en impose. Dès qu'il arrivait dans une pièce, il dégageait quelque chose, et c'est tout à fait le genre d'acteur que moi j'apprécie beaucoup. Des acteurs de second rôle qu'on connaît pas forcément son nom, mais quand on le voit on fait ah putain lui il est là, c'est cool, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Ouais, puis tu citais
l'hommage dans Destiny. On a déjà eu, il y en a peut-être d'autres, mais des exemples comme ça où la communauté, à travers un jeu en ligne comme les MMORPG, se mobilise pour rendre hommage. Il y avait dans FF14, donc moi c'est le MMORPG que j'ai le plus joué, il y avait justement un joueur qui était décédé, un joueur très actif, et la communauté lui avait rendu hommage, pareil, en se regroupant tous à un seul endroit et en faisant des emotes, en se posant par terre, enfin tu vois, tout plein d'actions qui sont touchantes, et c'est des très très beaux hommages, je trouve. C'est ça, c'est des hommages qui valorisent la communauté du gaming en fait, et c'est important parce qu'on reste une communauté, tous ensemble, quels que soient les jeux, quelles que soient les plateformes, quels que soient les styles qu'on préfère, la façon dont on veut jouer, on reste tous des gamers en fait. Ouais, c'est vrai, on le dit pas assez, et c'est vrai que tu as raison de le dire. Donc c'est un hommage qui rassemble, donc franchement... Exactement. Bon, est-ce que tu as une news plus fun pour la suite? C'est pas simple d'enchaîner du coup, parce que c'est vrai que c'était un bel hommage, mais je vais parler d'intelligence artificielle et de Ubisoft. Donc sujet non moins passionnant, parce que c'est des sujets qui, moi, je suis beaucoup. Je te parle même souvent d'IA, où je t'avais partagé ChatGPT, ce qu'on pouvait faire avec. Tout à fait. Même moi, dans le travail, on investit de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Et Ubisoft aussi. Donc, ils ont lancé 2 intelligences artificielles. C'est Ubisoft Montréal qui fait ça avec Ubisoft La Forge, qui est leur section recherche et développement. Donc, ils ont 2 IA. C'est surtout la deuxième qui va nous intéresser. Elle s'appelle Ghostwriter et qui a pour but d'écrire et de générer des lignes de dialogue aléatoire dans une foule. Par exemple, tu vois, tu as ton personnage qui va passer dans une foule, et c'est l'IA de façon procédurale et aléatoire qui va faire parler cette foule et qui va te faire un dialogue vivant, faire que la foule elle soit tangible, elle soit réelle. Réaliste, ouais. Je trouve ça très prometteur. Pour moi, les avantages que je vois, c'est que écrire des lignes de dialogue dans une foule ou dans des PNJ secondaires, ça ne doit pas être une tâche la plus valorisante pour les créatifs. Donc, ça leur permet de se dégager du temps avec ces tâches un peu redondantes. Ça permet de rendre un environnement, la foule plus vivante, un environnement plus crédible. Donc, en termes d'immersion, toi qui aimes beaucoup en plus les jeux à immersion, je pense que c'est un outil qui peut aider. Ouais. Et en plus, c'est une tâche chronophage. Écrire des lignes de dialogue pour une foule, c'est long. Donc, j'imagine vraiment que ça libère du temps. Donc, moi, j'ai vraiment un regard... je pense que ça fait partie des tournants en termes de technologie qu'il ne faut pas rater. Si Ubisoft, qui est une grosse entreprise, ne le fait pas, Tencent, les autres le feront, et ça fera juste que les entreprises seront de moins en moins compétitives, parce qu'évidemment en termes de coûts c'est intéressant. Et il y avait une scénariste à Santa Monica qui disait, je peux la citer, j'avais noté, c'est en tant que scénariste, devoir éditer des scripts et des dialogues générés par une IA me semble plus chronophage que d'écrire mes propres lignes de brouillon. Je préférerais de loin que les studios AAA utilisent ces budgets, donc les budgets de l'IA qu'ils consacrent, plutôt pour embaucher des personnes de valeur. Oui, tout à fait. Donc en gros, elle est plutôt contre. Moi j'ai trouvé ça un petit peu démagogique, parce que c'est des tâches qui, franchement, je pense que c'est encore une fois pas les plus intéressantes. Donc, de donner ça à un outil performant pour que les créatifs puissent justement passer du temps à faire des dialogues plus construits, je trouve ça intéressant. Et encore une fois, il y a des tournants technologiques qu'il faut savoir prendre, et je pense que c'en est un. D'un sens, je suis un petit peu d'accord. L'IA a démontré qu'elle savait faire pas mal de choses intéressantes, mais peut-être, à mon sens, des choses peut-être trop intéressantes en fait, et j'ai un peu peur que c'est le début et c'est la porte ouverte en fait à plus. C'est-à-dire s'ils commencent déjà à remplacer juste des scénaristes pour des lignes de dialogue random en fait, qui dit que par la suite ils vont pas remplacer des scénaristes plus aboutis pour des phases particulières, ou pour au contraire faire des dialogues un petit peu plus concrets en fait. Et à terme, est-ce qu'on aura toujours des scénaristes, ou est-ce que ce sera plutôt des robots en fait qui vont faire ça? Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est vrai que quand on a parlé de ChatGPT, c'est assez bluffant sur pas mal de choses. On a vraiment l'impression que c'est écrit par une vraie personne. Mais j'ai un peu l'impression que c'est la porte ouverte. Tu m'avais envoyé un court-métrage intégralement réalisé par une IA, ce qui est assez... Un animé. Voilà, c'est bluffant, c'est super beau. Déjà, j'aime beaucoup l'aspect esthétique. Mais même si c'est balbutiant, déjà, c'est impressionnant ce que ça peut faire à l'heure actuelle. Et moi, je suis pas
je suis pas vraiment pour en fait, parce que encore une fois, c'est la porte ouverte. Est-ce que ça sera pas la facilité ? Tu payes une IA, comme ça, t'as plus besoin de tes scénaristes, et c'est un risque à se retrouver aussi avec des productions standardisées, comme le fait Netflix, par exemple, déjà à l'heure actuelle, qui analyse leurs scénarios via des IA pour voir s'ils peuvent rajouter une touche d'inclusivité à cet endroit-là, des explosions à tel endroit. Dans l'algorithme, ça dit que les gens, au bout de 7-8 minutes, ils partent un peu ailleurs, donc il faut rajouter quelque chose. Et je trouve que pour la créativité, c'est plus un boulet qu'autre chose en fait. Donc d'un côté, le fan de technologie que je suis, on va pas dire est content, mais est curieux. Et d'un autre côté, le joueur pragmatique, je me dis que c'est Skynet. Tout à fait. Tu as raison d'émettre ces doutes parce que c'est le revers de la médaille. Donc on peut faire plein de choses bluffantes, plein de choses incroyables qui vont dégager du temps, mais il faut en effet évidemment conserver le travail de nos créatifs. Mais à mon sens, quand une technologie est si présente, si intéressante, l'occulter, ce serait la plus grosse erreur parce que personne ne va s'en priver. Exactement. Donc, dans un marché autant concurrentiel, je pense qu'il faut plutôt appréhender ces outils, les utiliser à bon escient, toujours en ayant tous les garde-fous que tu as donnés parce qu'ils sont très pertinents, mais ne jamais fermer la porte parce que, encore une fois, les autres le feront. Donc, il faut plutôt faire ça de façon vertueuse en respectant le travail créatif des humains, mais en mettant des outils comme celui que j'ai cité, qui finalement fait pas grand mal à la création, à disposition de ces créatifs. Donc, tu as raison, c'est vraiment une question de balance. Il y a des choses très positives, des choses très négatives. Donc, warning, faire attention. Mais en tout cas, j'ai trouvé tes arguments très très pertinents. Pour finir aussi, le truc avec l'intelligence artificielle, c'est que pour l'instant, c'est pas réglementé. Donc, voir dans les codes du travail des pays en question, par exemple, pourquoi pas intégrer un volet intelligence artificielle, tu vois. Mais il faut trouver, comme tu dis, forcément un garde-fou pour pouvoir l'encadrer, parce qu'après, ça va être la fête du slip. Je rigole souvent en disant que les anneaux de pouvoir, les scénaristes, c'était des intelligences artificielles, parce que voilà. Mais n'empêche qu'on s'en approche, en fait. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est pas des intelligences artificielles qui ont pondu les anneaux de pouvoir, mais n'empêche qu'on s'en approche. Là, plus ça va, je me dis que dans quelques années, ça se trouve, on aura des films intégralement gérés par une IA, quoi. Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Assassin's Creed Red, on a des petites news. Donc, le fameux Assassin's Creed qui se déroulera dans le Japon féodal se dévoile petit à petit. Donc, Tom Henderson, le fameux, on en parle souvent, a en effet révélé deux nouveaux détails sur le prochain volet de la saga Assassin's Creed, enfin du moins le prochain volet canonique, on va dire. Il sera notamment possible d'y incarner un samouraï ainsi qu'un shinobi. Le gameplay sera centré sur la discrétion, l'infiltration. Il sera possible de cacher des corps, d'éteindre des lumières, ou plus encore, de manière traditionnelle, se camoufler dans les hautes herbes. Tom Henderson n'en dit pas plus sur le sujet, si ce n'est qu'il sera possible de choisir le genre de son personnage, comme c'est le cas depuis le jeu Odyssey. Et en outre, le personnage du shinobi sera d'origine africaine et aura trouvé refuge au sein du credo des assassins. Donc c'est un jeu qui va se passer vraiment au Japon féodal, mais ils ont l'air enfin moi à mon sens, ils ont l'air de mettre l'accent sur le côté un peu étranger à cette culture en fait, ce qui pour moi peut être intéressant, surtout si ce personnage a un rôle de shinobi en fait dans le jeu. Ça me motive, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus en tout cas, donc je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi ça me hype un peu. Non, c'est très bien, et puis moi aussi ça me hype bien. À l'époque féodale, en plus, il y avait pas mal d'immigration au Japon. C'est ça. On pense par exemple à la série Samurai Champloo, qui est une série absolument exceptionnelle, qui met ça en lumière. Et moi, je trouve que c'est vraiment une approche très intéressante. Je pense que c'est un bon pari. C'est enfin un Assassin's Creed que j'attends et que j'ai envie de faire, parce que c'est pas une licence qui, pour moi, une saga qui m'intéresse beaucoup. Donc là, Shinobi, Samouraï, ils ont l'air de bien travailler, d'investir sur cette licence qui, en plus... qui dit Japon féodal sera porteuse. Ce sera une licence et un épisode qui à mon avis va beaucoup marcher, et comme les autres, hein, ça marche très bien cette saga. Donc moi je dis oui, ça m'intéresse beaucoup. À voir ce que ça va donner en tout cas, donc peut-être que ça déclenchera une petite rétrospective Assassin's Creed, qui sait. Ah intéressant ça. Moi je vote pour en tout cas. Ça se tente.
Et bien maintenant, il est temps de parler du GOTY de l'année 2023, celui qui sera élu certainement meilleur jeu de l'année, donc Final Fantasy XVI. Tu parles pas d'Hogwarts Legacy évidemment. Ce sera peut-être Hogwarts, ce sera peut-être FF16, ce sera peut-être Zelda. Il y a du potentiel en tout cas en termes de GOTY cette année. Il y aura Spider-Man 2, il y a le jeu Xbox, là on en parlait hier. Starfield. Starfield, voilà, merci. Donc c'est une très belle année et FF16 fait parler de lui, il arrive bientôt le 22 juin sur PS5 et on avait déjà eu pas mal d'infos, donc des previews extrêmement positifs qui avaient été passés par tout un tas de personnes qui ont eu l'occasion de mettre la main sur le jeu. D'ailleurs, ça montre que le jeu, Square Enix est très confiant sur son jeu parce que lever sitôt des embargos sur des previews, donner la possibilité aux testeurs de donner leur avis sur le jeu si longtemps avant la sortie, c'est assez rare. Donc sur Frostpoken c'était pas le cas. Là sur FF16 ils se sont dit on y va. On avait vu un gameplay un peu à la sauce Devil May Cry. Enfin ça avait l'air vraiment très 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 intéressant. Et à cette occasion, donc Hiroshi Takai qui est le réalisateur qui a travaillé sur FF11 et FF14 et Naoki Yashida qui est le producteur de FF16 qui a d'ailleurs qui a sauvé FF14. Tu sais il y avait eu un lancement très chaotique sur FF14 et ils avaient fait une version reborn. Et bah, c'est lui le sauveur de cet épisode qui cartonne aujourd'hui. Et il a vraiment sauvé le jeu, on peut dire. Il a sauvé le jeu. C'est un taulier chez Square Enix, donc c'est pour ça que je voulais le citer. C'est quelqu'un, je trouve, qui est très très important dans le dispositif de Square et dans FF16. Et ils promettent donc 70 à 80 heures de jeu pour faire le jeu à 100%, 35 en ligne droite, si vraiment on veut tracer. À la base, le projet, c'était 20 heures en ligne droite. Donc, ils ont agrémenté au fur et à mesure du projet. Donc, il a vraiment monté en ambition avec 11 heures de cinématique. Donc, ça va être un gros jeu, je pense. Ouais, ça va être vraiment... Ça va être un gros jeu, quoi. Ouais, c'est un jeu, ça va être un très, très, très gros jeu. Et petite anecdote, la news dans la news, dans le gameplay, ils nous ont montré qu'il y aurait un petit chien, un gros chien d'ailleurs, on dirait plutôt un loup, qui va s'appeler Torgal. Et il va nous accompagner. On pourra entre autres lui faire des petites caresses, donc ça c'est le côté un peu mignon à la japonaise. Mais sur lui, il va pouvoir combattre avec nous et faire des recherches sur la map, rechercher des objets, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, le degré de hype est très élevé, je pense que vous en doutez maintenant. Est-ce que tu penses que le nom du chien est un hommage à la BD Torgal ? Non, je pense pas, parce qu'en plus, il sera pas, il aura peut-être pas nécessairement ce nom-là chez nous. D'accord. Ils vont changer le nom. Ça, c'est le nom japonais. Ils ont communiqué sur le nom européen et ce sera pas le nom a priori. Dommage. À confirmer. Ouais. Ceci clôture nos news. Donc assez riche et varié, vous nous direz, on était content, en tout cas très bel hommage de Kira sur l'acteur Lance Reddick et l'intelligence artificielle qui est un sujet qui nous passionne tous les deux, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, dites-nous ce que vous en pensez et enrichissez avec nous, comme vous le faites. C'est pas mal, on est pas mal rentré en contact ces derniers temps avec nos auditeurs et ça fait très plaisir. Surtout qu'il y a des choses à dire. Et surtout qu'il y a des choses à dire. C'est des projets, c'est des sujets très très passionnants, en tout cas qui nous passionnent. Et autre passion qu'on a en commun, toi et moi, Kira, c'est le rétro gaming. Et tu voulais nous proposer pour la première fois une chronique sur un jeu rétro, un jeu de 1987. Perso, j'étais pas né, mais toi oui, donc ça te rajeunit pas. Ça me rajeunit pas. Vas-y, est-ce que tu peux nous parler de Metal Gear, s'il te plaît, mon cher Kira ? Alors oui, donc cette semaine, parmi mes hobbies de la semaine, j'ai fini Metal Gear et Metal Gear 2, donc les épisodes de MSX, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un test de Metal Gear, le jeu qui a lancé la fameuse saga qui a continué encore de nombreuses années derrière, et surtout qui a propulsé Hideo Kojima sur le devant de la scène. Metal Gear, sorti donc en 1997 sur MSX2, et question flash, est-ce que tu peux me dire ce qu'est la MSX2 ? Ouh là là, tu me prends au dépourvu. En plus, c'est vrai, on n'avait pas préparé. Non, MSX, c'est... Alors pour moi, en plus, je suis pas un pro, là, tu m'as eu. Je rappelle que j'étais pas né. Mais pour moi, c'est des micro-ordinateurs. C'était genre des claviers qui faisaient console à moitié. Enfin, qui étaient détournés pour faire tourner des jeux. C'est ça en fait, c'était un micro-ordinateur produit par Sony justement, donc qui déjà était dans l'univers du gaming et avec le temps il se murmure que c'est ce qui a donné l'envie à Sony de se lancer dans l'univers du gaming en fait par la suite. Donc ça a été je pense une période un peu charnière et à la fois pour Konami, à la fois pour Sony et à la fois pour Hideo Kojima en fait. Donc c'était vraiment... Et pour le jeu vidéo peut-être. Voilà l'âge d'or du jeu vidéo japonais en tout cas.
à ce moment-là. Donc le jeu est réalisé par Hideo Kojima, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il aime bien qu'on prononce son nom d'ailleurs, là il est derrière la porte, il me regarde. C'est un jeu d'infiltration qui a marqué son époque. Alors, chose intéressante à savoir, c'est le premier jeu qu'Hideo Kojima a eu à sa charge intégralement. C'est-à-dire, donc, il était game designer, il était producteur sur le jeu, il était réalisateur, il était scénariste, enfin, il était déjà multicasquette à l'époque, en fait. Donc, ça préfigurait déjà de l'aura du monsieur, en tout cas. Au niveau du synopsis, donc dans le futur des années 90, donc voilà, Solid Snake, un agent infiltré dans une base militaire ennemie pour empêcher le lancement d'un missile nucléaire, donc va devoir empêcher, d'autres petites choses que je ne vais pas spoiler, malgré l'âge du jeu, je préfère m'arrêter là. Le gameplay est très innovant pour l'époque, proposant des mécaniques d'infiltration très avant-gardistes qui ont fortement influencé de nombreux jeux ultérieurs du même genre. Nous devons éviter des patrouilles ennemies, se cacher dans des recoins de la base, utiliser divers équipements pour avancer dans sa mission, comme des cartes par exemple qui permettent d'ouvrir des portes, des choses comme ça. Bon, ça reste un jeu old school, donc forcément le champ de vision des ennemis n'était pas super grand, mais par contre, dès qu'ils nous voyaient, forcément, ils nous sautent dessus, et là, ça devenait un petit peu plus retors. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux à la mode de l'époque, c'était plus des jeux d'action, en fait, où là, on tirait sur tout ce qui bouge, et là, c'est un peu la première fois où on se retrouvait dans un système où on est la proie, en fait, plutôt que le chasseur. Donc, ce qui a lancé, du coup, le genre d'infiltration. Le scénario est également très bien ficelé, avec de nombreux rebondissements et une atmosphère tendue qui met le joueur sous pression, les personnages sont charismatiques et l'univers de Metal Gear en est encore à ses balbutiements, mais il est très bien construit, offrant une vision intéressante de la guerre froide et de la course à l'armement nucléaire. Donc ça, c'est le thème principal de la saga Metal Gear, donc tout du long de la saga, sur toutes ces années en fait, et donc déjà, il avait commencé à émettre des hypothèses, des théories, à utiliser des vrais éléments de la réalité véritable, qui sont arrivés dans notre monde, pour pouvoir faire vivre son jeu, en fait. Et ça, c'est ce que Kojima a tenu à faire tout du long jusqu'à la fin, en ajoutant par-dessus son background et son folklore, en fait, lié à la saga. Okay. Cependant, il faut quand même noter que le jeu a mal vieilli sur certains aspects. Les graphismes, malgré un pixel art du plus bel effet, sont quand même très datés, même pour l'époque, et les contrôles sont quand même très rigides comparés aux standards actuels. Le jeu peut également sembler très difficile pour les joueurs habitués à des jeux plus récents, absence de cartes pour rejoindre les objectifs, énigmes impossibles sans soluce. C'est très punitif lors des poursuites avec des ennemis qui peuvent causer des dégâts très importants, comme je le disais tout à l'heure. Pareil, les pièges, il y a des pièges qui sont cachés qu'on ne voit pas du tout. Si on ne le sait pas, on se fait dégommer direct. Alors, il faut une soluce à l'heure actuelle pour passer certains passages, c'est clair. Mais à l'époque, il y avait le petit guide qu'on avait dans la boîte, en fait, qui répondait à certaines énigmes, justement, en fait, qui nous permettait de nous donner les clés pour pouvoir les passer, en fait. Parce qu'à l'époque, les plus jeunes ne le connaissent pas, mais dans les jeux PC, on avait souvent un gros bouquin, en fait. Et dans ces jeux-là, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. On pouvait le lire aux toilettes et tout. Et à cette époque-là, en fait, on nous donnait les clés des énigmes qu'on ne pouvait pas forcément trouver au premier abord, limitation technique oblige en fait. Donc maintenant, on fait le jeu, on a pu ces guides-là, mais il faut quand même s'aider d'une soluce pour certains moments parce que c'est quand même assez retors. Le jeu dispose également de plusieurs combats de boss qui nécessitent une stratégie et des compétences différentes. Chaque boss est différent, on les tue pas de la même manière, il faut apprendre les patterns du boss bien sûr, mais également il faut lire entre les lignes. On va avoir par moment des choses qui vont être annoncées par notre opérateur via le codec par exemple, et c'est des clés pareil qui nous permettent de tuer tel ou tel boss en fait. Donc ça oblige à être investi et surtout à réfléchir le jeu, et ça pour l'époque c'était encore une fois quelque chose de très novateur. En somme, le gameplay de Metal Gear est assez simple mais efficace, avec des éléments clés qui
perdure encore à l'heure actuelle, encore une fois, c'est pour moi quelque chose d'assez ouf qu'une personne à cette époque ait pu penser à faire autant de choses, et surtout sur son premier vrai jeu. Officiellement, c'est son 3e, mais sur son premier vrai jeu, faire tout ça, le mec, il a vraiment dynamité les codes du jeu d'action, et ce qui a créé des tensions en interne, donc chez Konami, déjà à l'époque en fait. Mais ça n'empêche que le jeu reste ce qu'il est, et ça reste un grand classique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a créé le jeu d'infiltration avec cet épisode ? Il a créé le jeu d'infiltration. C'est vraiment le patience zéro du jeu d'infiltration. C'est incroyable ça quand même de se dire ça. C'est ça. Certains de ces éléments donc seront forcément perfectionnés dans la suite du jeu, Metal Gear 2, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être par la suite. En conclusion, Metal Gear est un jeu qui a marqué son époque et reste une référence dans le genre. Malgré ses défauts techniques, il reste très intéressant pour les joueurs qui cherchent à découvrir les origines de cette franchise mythique, ou pour tous les fans de rétro gaming, donc je le conseille bien sûr fortement. Si je peux vous donner un conseil également, essayez de jouer sur un petit écran, genre 80 cm, c'est très bien parce que sinon ça va être assez vénère, mais voilà. Et pour finir également, il y a une adaptation NES effroyable. Oui, c'est vrai. Où il y avait même pas le combat de boss, c'était même pas la même chose. Là, on a un Metal Gear dans la version NES, c'est un ordinateur qu'il fallait faire exploser avec des charges de C4. Enfin, le joueur du grenier en parle très bien dans une de ses vidéos, de ses vieilles vidéos. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il en est sur ce jeu, je vous recommande cette vidéo également. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je connais ce jeu qu'à travers cette vidéo. Ouais. Et c'est pour des raisons, c'est plus pour des raisons techniques. La console de la NES était moins puissante que les micro-ordinateurs. Mais je me posais la question, ce jeu s'inscrit dans la timeline de toute la saga Metal Gear Solid, comment vraiment au début, ou si on veut faire toute la saga, c'est le premier épisode à faire, ou il s'inscrit dans le scénario un peu plus tard, ou est-ce que c'est alambiqué ou pas ? En fait, ce jeu se trouve pile au milieu de la saga en fait. En fait, j'ai voulu refaire les Metal Gear, donc là je les ai recommencés, mais j'ai voulu le faire par ordre chronologique de sortie en fait. Si j'avais voulu suivre la chronologie de Metal Gear, donc pour suivre l'histoire, j'aurais dû commencer par Metal Gear 3 en fait. Qui est le premier du coup. Ensuite, voilà, qui est le premier. Ah, okay. Voilà. Ensuite, tu as les Portable Ops 1 et 2. Bon, tu vas retrouver les petites poupouilles qui sont sorties à côté, mais ceux-là, je vais pas en parler parce qu'ils sont officiellement pas canoniques, on va dire. Ensuite, tu as le Peace Walker, Metal Gear Solid Ground Zero et Metal Gear Solid 5, bon, qui sont plus ou moins le même jeu. Derrière, on va retrouver Metal Gear 1, Metal Gear 2, donc les versions MSX. Et ensuite, on va sur Metal Gear Solid, le premier du nom, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, et Metal Gear Solid 4, Gun of Patriot, en fait. Et là, tu as toute la frise qui correspond au Metal Gear. Donc on est vraiment arrêté au milieu. Ok, d'accord, intéressant. Et autre question qui me titille énormément, est-ce que dans ce jeu on peut se cacher sous un carton, et est-ce que quand les ennemis nous voient ils ont un point d'exclamation sur la tête ? Alors quand les ennemis te voient, ils ont un point d'exclamation au-dessus de la tête, tout à fait. Ah, déjà en 1987, d'accord. Voilà. Et le carton est là, mais c'est pas, il est pas encore, il est pas encore efficace en utilisation, et surtout il est pas encore simple à utiliser en fait. Je pense que c'était lié aussi au paddle de la MSX, l'espèce de gros clavier là, ce qui sera grandement amélioré dans Metal Gear 2. Mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Qu'un jour tu nous conteras peut-être alors. Oui, j'avoue avoir prévu de vous conter la suite de cette saga. Bon, alors je ne sais pas, ça sera pas de manière régulière, je pense, mais je pense le faire en tout cas, c'est sûr. Moi, très intéressant, un premier test rétro gaming chez nous. Il faudra que tu nous passes des petites photos sur les réseaux sociaux, comme on aime bien illustrer, et je pense que c'est un jeu quand même qui mérite qu'on y mette des images, parce que peu de gens, je pense, connaissent... Tout le monde connaît Metal Gear Solid, je pense, de PS1, mais Metal Gear tout court sur MSX, je pense que ça sera intéressant que tu puisses nous illustrer ça avec des belles... surtout que j'ai dû ressortir ma PlayStation 3 pour y jouer avec la Legacy Collection, en fait. Et y a pas de mode photo forcément, et j'ai voulu faire des screens avec mon téléphone en prenant en photo l'écran, mais c'est vraiment dégueulasse, donc faut que je trouve des belles images sur internet, ce que je devrais trouver assez facilement. Oui. Mais ça sera pas des captures maison.
Et ça allait être ma dernière question, ça, on peut le trouver où du coup? Tu parlais de PS3, c'est ça, c'est la dernière fois où ce jeu a été vu sur une console récente, c'était sur PS3? Alors sur PS3 et 360, vous pouvez le retrouver donc via la compile Metal Gear Solid HD, donc qui comprend Metal Gear Solid 2 et 3 et donc les deux jeux Metal Gear MSX. Sinon vous avez aussi la Legacy Collection, donc moi c'est celle que je possède sur PlayStation avec l'intégrale de la saga de Metal Gear MSX jusqu'à Metal Gear Solid 4 en fait, il manque juste le 5 qui est sorti après. Je vous prendrai des photos de la boîte d'ailleurs. Ouais, tu me l'as montré hier, elle est vraiment très jolie. Et bien ceci clôture le test de la semaine. Donc avant de passer au sujet hors sujet, encore une fois qui a été un peu marquant, une histoire assez intéressante à vous développer, est-ce que tu peux nous faire un petit point réseaux sociaux, Kira, où on peut nous retrouver, comment, enfin bref. Bien sûr. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur nos pages qu'on alimente très régulièrement. Donc on vous publie également des photos de nos sessions de jeu pour pouvoir illustrer nos propos. N'hésitez pas à liker, bien sûr, partager. Pareil sur les applications de podcast, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup au référencement. Car comme on est encore une petite chaîne, c'est vrai que niveau référencement, on n'est pas encore super bien placé, donc on arrive quand même à avoir de nouveaux auditeurs toutes les semaines, mais c'est vrai qu'avec un petit coup de pouce de votre part, ça serait vraiment sympa et ça nous aiderait beaucoup en tout cas à nous faire connaître. J'aurais pas dit mieux. Donc enchaînons sur le sujet hors sujet. Donc, chronique qui sera assez courte, mais comme je disais, c'était pas du teasing un peu maladroit de dire que c'était marquant ou une œuvre un petit peu unique, c'est le cas. Donc c'est Adieu Eri. Donc en fait c'est une chronique qui est tombée d'un coup parce que je l'ai acheté, je savais pas ce que ça valait et j'avais pas forcément prévu de le faire en podcast, mais force est de constater en l'ayant terminé que oui, il fallait en parler. Donc c'est Tatsuki Fujimoto qui est dessus, un mangaka, un des meilleurs de sa génération, il a que 29 ans. Il a fait ses armes sur les one-shots justement. D'accord. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est le one-shot. C'est un manga en un seul exemplaire. C'est-à-dire que souvent le manga, on se dit quand on en achète un, on en a 20 à acheter derrière, ce qui est souvent vrai, il faut bien l'avouer. One Piece. Mais là, one shot, c'est un début, une fin, on n'en parle plus. Donc ça change de One Piece, des grosses séries. Mais ça a un intérêt quand même... en termes d'écriture, c'est qu'en 200 pages sur un format réduit, en plus les mangas c'est petit, il faut vraiment qu'il y ait toute l'histoire qui soit déroulée et qu'il y ait une vraie fin tangible. Donc souvent il y a des gros amateurs de one-shot, dont je fais partie, j'en achète pas mal. Enfin pas que des one-shots d'ailleurs. Mais ce mangaka, donc c'est un jeune mangaka comme je le disais, très connu en France pour Chainsaw Man et Fire Punch, qui sont des mangas aujourd'hui très populaires, dont je ferai certainement une chronique aujourd'hui. Une chronique, pas aujourd'hui, mais une chronique une prochaine fois. T'es chaud, 2 chroniques. Ouais, 2 chroniques. Non, mais j'en reparlerai certainement une prochaine fois. Et donc là, ça nous place dans la peau de Yuta. Alors, il faut se dire que le scénario va être un petit peu dur au début, mais je vais vite temporiser. Donc, je vous explique le scénario et on en discute après. Donc, c'est Yuta qui a 12 ans et ses parents lui offrent un smartphone. Bon, déjà, là, vous allez me dire rien de plus normal, quoique ça fait un peu jeune, mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on ne fera pas ici en chronique. Mais ce qui est un peu, dur, c'est que sa maman lui demande, sa mère est mourante, et elle lui a offert un smartphone pour qu'il puisse lui filmer tous les derniers moments de sa vie jusqu'au tout dernier moment. Donc elle demande à son fils de 12 ans, avec ton téléphone, tu vas me le filmer, en gros, jusqu'à ma mort. Ah oui, c'est un peu glauque. Donc c'est ultra glauque. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est marquant, mais... Donc déjà, chose qu'il décide de faire, donc déjà c'est un bon petit garçon, là je vous raconte à peine les 10 premières pages, donc il faut se dire qu'il y en a 200. Chose qu'il va faire, et au décès de sa maman, pour lui rendre hommage, il va monter ces vidéos qu'il aura fait et il va le diffuser à un concours d'école. Et ça va être un tollé général parce que le gamin il est jeune et il est peut-être pas très bon en montage, en tout cas ça fonctionne pas du tout, il est complètement désespéré. Et à ce moment-là, il rencontre Eri, donc qui est le titre du manga, Adieu Eri, qui est une fille assez mystérieuse mais très pétillante quand même, qui est complètement passionnée de cinéma, et elle lui dit ne sois pas désespéré, je suis avec toi et on va ensemble faire un film. Et le manga part comme ça. D'accord. Donc tu vois, d'un scénario qui est c'est vrai dur
et c'est dur, hein, voilà, le décès de sa maman, tout ça. On part quand même dans une aventure avec ce personnage mystérieux d'Eri qui débarque dans sa vie et qui lui redonne un but dans sa vie. Donc les thèmes du manga, c'est le deuil, mais aussi l'harcèlement scolaire, la reconstruction après tout ça, donc c'est quand même quelque chose de positif. Mais aussi, ce qui est au cœur de l'histoire, c'est le cinéma. Le cinéma et l'amitié, l'amour, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec le cinéma de beau dans la vie. Et c'est là où cette œuvre m'a vraiment touché, c'est que dans ce fond, tu l'as dit, hein, c'est glauque, c'est pas joyeux, on en ressort une œuvre qui est très très tournée vers le cinéma, qui est un vibrant hommage au cinéma, et le mangaka en est fan, donc ça s'explique, avec un twist, c'est bourré de twists, il y a des twists très très intéressants, mais surtout dans la construction du manga, Kira, c'est très étonnant parce qu'il y a des bulles, il y a des cases en fait qui sont un petit peu floues, et ça c'est les cases où le Yuta, du coup le héros, filme avec son téléphone. D'accord. Et quand les cases sont nettes, ça veut dire que c'est la réalité. Okay. Et en fait, on oscille tout le temps, tout au long du manga, entre des moments où il filme des gens, donc les personnes qu'il filme jouent un rôle, et les moments où on retrouve les personnes naturelles. Sauf qu'au fur et à mesure du manga, cette frontière s'étiole, et on sait plus vraiment où est la réalité, où est le jeu d'acteur, où est la réalité des personnages, et où est la fiction. Et c'est ultra bien fait. C'est bien foutu, quoi. C'est très bien foutu, et surtout que comme il est fan de cinéma, ces cases, à chaque fois, c'est des plans de cinéma. Tu vois, il accorde énormément d'importance au contre-champ. Enfin, tu t'y connais plus en cinéma que moi, mais pour quelqu'un qui est amateur de cinéma, tu peux t'y retrouver. Il y retrouve son compte, quoi. Parce que c'est vraiment très très pointu. Et en même temps, c'est voilà, comme je l'ai dit, il utilise beaucoup la vue subjective aussi. Donc on est souvent dans les yeux de Yuta. Donc ça, c'est un procédé aussi cinématographique, hein, et vidéoludique d'ailleurs. Mais on est souvent dans le regard du personnage et on voit les autres agir. Donc tu vois, ça renvoie aussi un côté un peu méta du téléspectateur, etc. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup marqué, et je ne suis pas le seul, puisque c'est un manga qui est sorti il y a très peu de temps et qui est déjà primé, qui est déjà nominé pour les grands prix du manga, qui a été vu, parce qu'il est d'abord publié sur le web, en fait, au Japon, sur le web Shonen Jump, vu plus de 2 millions de fois. Enfin bref, un gros carton que je vous conseille chaudement. Ça coûte 7 € et quelques, et c'est une œuvre vraiment atypique. Ça s'appelle Adieu Eri. D'accord, écoute, moi en tout cas, alors je sais pas si je vais le lire dans le sens où c'est pas du tout ma came, ce genre de proposition mélodramatique, on va dire. Je pense que j'ai plus des périodes pour regarder ce genre de choses. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Ouais, ça l'est. La proposition est vraiment intéressante, ça a marqué beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs, dont moi, parce que j'avais pas prévu de faire sa chronique, et si je la fais, c'est que... Vous voyez, j'étais assez conquis. Donc je vous le conseille, oui, vraiment. En tout cas, on note, c'est passionnant, merci. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous faire un peu de teasing, mon cher Kira ? Là, j'ai donné mon sujet hors sujet de cette semaine. Voilà, j'ai terminé ma chronique. Quel sera le tien la semaine prochaine ? Est-ce que tu as déjà une idée ? Eh ben non, je n'ai pas d'idée du tout en fait pour mon prochain sujet hors sujet. J'ai même pas encore commencé en fait. J'ai encore un truc en cours, mais je l'ai pas fini. Je pense pas l'avoir fini la semaine prochaine. Donc ça sera, comme on dit chez moi, on y va au talent quoi. Donc je verrai en fonction de mon mood de la semaine et de ce que je vais faire justement à côté du jeu vidéo cette semaine. Bon, on a fait comics, on a fait manga. Est-ce que tu nous ferais pas un petit film ? Voilà, moi je commande un film. Tu fais comme tu veux. Moi j'aimerais bien que tu nous fasses un petit film cette fois-ci. Ouais, pourquoi pas. Ça peut se faire. On va voir ça, mais oui, ça peut se faire. Et moi, mon jeu de la semaine prochaine, Kira, on le sait, je l'ai dit, c'est Wolong. Donc pas mal de choses à dire. Je suis allé jusqu'au platine et je vais pas spoiler ma critique, mais pas mal de choses à dire. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Ouais, je suis impatient d'avoir ton retour en détail. Ouais, j'ai préparé une chronique très détaillée parce que c'est un jeu qui se dit être dans la veine des Souls, donc les Dark Souls, les From Software, et aussi qui pioche dans Nioh, puisque c'est la Team Ninja qui a fait ce jeu, et ils ont fait aussi les Nioh. Donc voilà, je pense que le titre de ma chronique, c'est Wolong est-il un sous-Sekiro ? Voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce titre, mon cher Kira ? Ça peut être bien.
Ça spoil peut-être un peu ton avis, mais ça peut être bien. Non, point d'interrogation. Est-ce que c'est un sous Sekiro, tu vois? C'est ça. Non, on discute la semaine prochaine, mais pas mal de choses à dire. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Vas-y, Kira. Le mot de la fin, ça sera merci de nous écouter, bonne soirée, journée, début de journée, bon travail en fonction de l'endroit où vous êtes, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à tous. Ciao. Au revoir.